clôturer cet après-midi, nous sommes ravis de retrouver un des plus fervents défenseurs du projet européen pour nous exposer sa vision du futur, Monsieur Guy Verhofstadt. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, il y avait entre les deux tables ou deux débats qui ont eu lieu, quelques collègues qui sont venus, de vous qui sont venus chez moi, et qui ont dit exactement ce que a été souligné par Isabelle Dion. Il dit, vous avez été dans votre intervention très critique envers l'Union européenne. Et pourquoi ? Eh bien, pour la simple raison que je crois qu'il faut d'abord pouvoir reconnaître les faiblesses de quelque chose avant que vous pouvez commencer à le faire guérir de ses difficultés, de ses maux, de ses faiblesses, de ses maladies. Pour moi, il ne faut pas laisser la critique envers l'Union européenne aux seuls populistes et nationalistes qui ont les mauvaises recettes pour la guérison de cette Union européenne. Et il faut le reconnaître que dans le monde d'aujourd'hui, c'est difficile pour l'Union européenne de survivre. Le monde de demain, ce sera, mesdames, messieurs, chers amis, pas un monde qui sera basé sur les États-nations, pas sur les 198, je crois, ou 198, je m'excuse, États-nations qu'on retrouve dans le système onusien. Le monde de demain, ce sera un monde qui sera basé sur ce que j'appelle des empires. Ce sera l'empire de la Chine. La Chine, ce n'est pas une nation, c'est une civilisation. C'est la civilisation Han qui regroupe un grand nombre d'ethnies. La même chose avec l'Inde. L'Inde, ce n'est pas une nation. Il y a 2000 nations, 2000 ethnies différentes à l'intérieur de l'Inde. Et au même moment, on utilise plus ou moins 20 langues en Inde. Il y a 4 grandes religions en Inde. Et en plus, c'est la plus grande démocratie de ce monde, avec plus que d'1 milliard d'électeurs qui peuvent s'exprimer, ce qui n'existe pas encore en Chine. La même chose pour les États-Unis. Les États-Unis, c'est une fédération, pas seulement d'États, ils ont 50 différentes constitutions aux États-Unis. Les uns reconnaissant la peine de mort, les autres interdisant la peine de mort, avec plusieurs langues, et dans un avenir proche, ce sera l'espagnol qui sera la première langue des États-Unis, et plus l'anglais ou l'américain, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est la même chose avec la Fédération russe, etc. Le monde de demain, ce sera un monde basé sur des empires, pas sur des États-nations. Et donc la question existentielle qui se pose pour l'Union européenne, c'est ça. Est-ce qu'on veut continuer à se voir comme un conglomérat, une sorte de confédération faible de 27, 28 États membres et des nations, ou est-ce qu'on va créer ce que les pères fondateurs avaient en tête dès le début de l'Union européenne? Dans les années 50, c'est une sorte de fédération d'union des citoyens et des nations qui est capable d'agir, qui est capable de prendre des décisions. Parce que l'Union européenne, comme on la connaît aujourd'hui, qui est encore basée sur le traité de Rome, qui était quoi le traité de Rome? C'était une union douanière. C'est pas ça que les pères fondateurs avaient en tête. Eux, ils avaient eu l'expérience des 2 guerres. L'expérience de la Deuxième Guerre mondiale, l'expérience de cette drame, cette tragédie énorme qui a été le Shoah. Et ils ont dit plus jamais, ça voulait dire créer une vraie communauté, d'abord de valeurs, et puis aussi une communauté au niveau économique. Et c'était de créer une union dans les années 50 sur base d'une constitution avec une communauté de défense européenne. Et je dois vous dire aux Français qui ici sont présents, dans ce temps-là, en 1954, l'Assemblée nationale française ne nous a pas aidés, puisque c'est eux qui ont en fait voté contre cette idée d'une communauté de défense européenne et constitution. Et c'est en fait parce que ce grand rêve des pères fondateurs, de Schuman, de Monnet, de Spaak, de Gaspari ne pouvait pas être réalisé qu'on est tombé dans le traité de Rome, cette union douanière, comme le dernier rempart pour continuer le rêve au niveau européen. Oui, je crois qu'aujourd'hui,
Aujourd'hui, 60 ans après cette première tentative, ce sera nécessaire de faire une nouvelle refondation de l'Union européenne dans les années à venir, parce qu'au-delà de nos intérêts, au-delà de nos mœurs, nos traditions, il y a une nécessité au niveau mondial de créer cette vraie Union européenne, cet État, cette fédération avec pas mal de changements à l'intérieur de la façon dont c'est géré. Par exemple, une commission. Est-ce qu'on a besoin d'une commission européenne avec 28 représentants, commissaires? C'est encore un mot qui date, je pense, de l'ère soviétique. En Europe, les commissaires de l'Union européenne. Non, on n'a pas besoin de ça. Et si demain, il y a une 29e, 30e Monténégro ou Macédoine entre dans l'Union européenne, on n'a même pas assez de compétences pour imaginer une portefeuille pour le 29e commissaire ou le 30e commissaire de l'Union européenne. On a besoin d'un petit gouvernement européen 12-15, comme c'était imaginé par nos prédécesseurs. On a besoin d'une communauté de défense au niveau européen. Et cette une communauté de défense est encore beaucoup plus importante, ou devenue plus importante depuis que M. Trump est devenu le président des États-Unis, parce qu'au-delà des tweets qu'il fait tous les jours, on ne sait pas si on peut vraiment encore faire confiance à nos alliés au moment s'il y a des problèmes dans le voisinage de l'Union européenne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les dépenses militaires en Europe, ça représente environ 42-43% des dépenses militaires aux États-Unis. Et donc, en réalité, c'est quand même beaucoup, presque la moitié des dépenses militaires américaines, mais on n'est capable de faire 10, au maximum 15% des opérations de l'armée américaine. Et moi, je ne suis pas un grand mathématicien, je ne suis que juriste, néanmoins j'ai été ministre du budget dans ce pays, mais je dis toujours, pour avoir été ministre du budget, il ne faut rien connaître des chiffres. Hein. La seule chose qu'il faut connaître, c'est le mot « non ». C'est tout. Et si on connaît ça, bon, on peut réduire le déficit. Donc là, il n'y a aucun problème. Mais quand même comme juriste, je sais que quand on dépense 42% des dépenses américaines, on connaît qu'on est capable de faire 10 ou 15% des opérations de l'armée américaine. On est 3 fois, presque 4 fois moins efficace que les Américains. Il faut savoir que les dépenses militaires en Europe, c'est 3 fois plus, c'est 3 fois le budget de l'armée russe. Moi, je ne suis pas certain qu'on est capable, dans une confrontation, de faire face à l'armée russe. La réalité est qu'il y a duplication dans les 4 coins de l'Union européenne. On a des coopérations bilatérales entre n'importe quel pays de l'Union européenne, mais pas encore de communauté de défense. Et ça, c'est une nécessité dans l'avenir pour notre indépendance, pour notre sécurité, comme c'est là exactement la même chose. Et je prends un 3e exemple au niveau des flux migratoires. La réalité, Mme Durand a tout à fait raison de le souligner, c'est qu'il n'y a pas de politique migratoire au niveau européen. On est en train de pointer le doigt envers l'Union européenne en disant « Ah, l'Union européenne n'est pas capable de le faire. » Non, parce que les États membres ne veulent pas que l'Union européenne s'occupe de cette politique migratoire, parce que ça, c'est de la souveraineté au niveau national. Le système de Dublin, c'est quoi? Le système de Dublin que vous trouvez dans tous vos journaux, c'est le système où les demandeurs d'asile entrent et ça dit, quand ils entrent en Italie, c'est les Italiens qui doivent s'en occuper. Quand ces demandeurs d'asile ou ces réfugiés politiques ou ces migrants entrent en Grèce, c'est la Grèce qui doit s'en occuper et pas les autres pays. Quand ils entrent en Espagne, c'est l'Espagne qui doit s'en occuper. Donc, c'est la négation, en fait, d'une politique européenne. Et moi, je préconise que la seule façon de vraiment garder une politique migratoire digne de ce nom, parce qu'on aura besoin un certain temps, déjà maintenant, certains pays comme par exemple l'Allemagne
On a besoin des immigrés économiques à ce moment. Mais on est en train de confondre tout, et c'est la manque d'une politique européenne qui est la base de ce problème. Il faut changer le système de demande d'asile, de refuge politique, dans un système européen, où il existe la solidarité entre les 28 États membres. Il faut gérer nos frontières extérieures, parce que ça n'a aucun sens, n'est-ce pas, d'abolir les frontières à l'intérieur de l'Union européenne, comme c'est le cas avec Schengen, mais de ne pas avoir une gestion commune de la frontière extérieure de l'Union. Les frontières extérieures de l'Union, par exemple de la Belgique, c'est plus ici, c'est plus entre la France et la Belgique, c'est pas entre la Flandre ou la Wallonie et l'Allemagne que ça existe. Non, ce sont les frontières de la Grèce, les frontières de Malte, les frontières de l'Italie. C'est là que se trouve le devoir de gestion des frontières. Et il faut, troisièmement, développer le plus vite possible une politique économique et européenne de migration économique, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Il existe la carte bleue, il n'y a qu'un des États membres qui l'utilise, sauf un peu, n'est-ce pas, les Allemands. Les Canadiens ont ça. Pourquoi on ne peut pas développer une politique au niveau européen aussi de migration gérée dans la dignité, dans l'humanité et pas dans les situations scandaleuses qui existent au sein de l'Union européenne, en plus aussi au nord de la France, comme c'est le cas à Calais, comme c'est le cas à Dunkerque. Voilà la responsabilité de l'Union européenne. Et c'est pour ça que, c'est mon deuxième ou troisième exemple, je pourrais continuer en disant, au niveau de la gouvernance de la zone euro, là aussi, c'est l'Europe qui peut faire les choses, qui peut faire, je dirais, la différence. Parce qu'une union monétaire qui n'est pas basée sur un budget européen, qui est convenable, sur une autorité publique qui a des instruments pour gérer la monnaie unique, ça va naturellement pas être préparé pour une prochaine crise qui peut arriver. Et la question qui se pose aujourd'hui, en fait, il y a deux questions, c'est est-ce qu'on doit le faire tous ensemble ou est-ce qu'on doit le faire avec les différentes, je dirais, cercles, hein, on parle de cercles. Moi, je dois vous dire qu'après toute mon expérience, quand même un petit peu d'expérience au sein du Conseil européen pendant 9 ans et dans le Parlement européen pendant 9 ans, je pense que ce n'est pas la vraie discussion ou le vrai débat. Le vrai débat aujourd'hui n'est pas là. La réalité est qu'aujourd'hui, dans l'Union européenne, on a 27 unions européennes différentes. C'est comme entrer dans un restaurant, regarder la carte de menu et disant « Waouh, moi je veux un peu de Schengen, non, je n'aime pas la monnaie unique, le brevet européen, il va être d'application maintenant, finalement, au début de 2019. Hein, c'est un débat, un projet depuis, je dirais, presque des décennies qui finalement va se faire. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est une carte de menu dans un resto. C'est comme aux États-Unis. Imaginez quelques moments que les États-Unis sont gérés de la même façon de l'Union européenne. Comment ça pourrait se faire? D'abord, on n'aurait pas un président, mais 3 présidents. Vous vous imaginez, pas un Trump, mais 3 Trump, ce serait naturellement la catastrophe complète. La deuxième chose qui serait différente, c'est qu'on aurait besoin aux États-Unis d'une unanimité de 50 gouverneurs de 50 États avant de décider quoi que ce soit. Et donc, les 50 gouverneurs vont se voir 4 fois par an, 6 fois par an à Washington, et tous ensemble, ils doivent décider sur toutes les politiques des États-Unis. Est-ce qu'on va faire quelque chose en série? Est-ce qu'on va dévaluer le dollar? Est-ce qu'on va augmenter le budget américain? Tout ça a décidé à 50 gouverneurs. Est-ce que ça marcherait? Non, ça ne marcherait pas, parce qu'il y a le gouverneur d'Alaska, par exemple, qui a des problèmes, et rien ne se passe. Voilà le système européen. Quand il y a un de nos 27 chefs d'État et de gouvernement qui a des problèmes, tout s'arrête, rien ne se fait. Et la troisième
chose qu'il faut souligner, c'est que si les États-Unis fonctionneraient comme l'Union européenne, ce serait possible pour les États, par exemple, comme j'ai déjà indiqué, quand je parle du restaurant qui est l'Union européenne, de dire, ouais, bon, moi je ne participe pas. Par exemple, la Californie pourrait dire, écoute, nous, dans le temps, on utilisait le peseta espagnol, hein, on va revenir à ça, on n'aime pas le dollar. C'est ce qui se passe en Europe. Ou par exemple, le Texas pourrait dire, oui, l'aménagement, ou plutôt la gestion des frontières par l'agence américaine des frontières et de la côte, nous, on ne va pas y participer. Ou par exemple, Massachusetts qui dit, écoutez, le FBI, c'est une organisation très intéressante, mais nous, pas. Nous, on va faire ça nous-mêmes, mais pas la FBI. Tout le monde dirait, et ces Américains, ils sont complètement fous. Mais c'est exactement la manière dont nous, on le fait. Et c'est ça qui doit changer. La première chose qu'il faut en finir, c'est d'avoir une Europe à différentes vitesses où chaque État fait en fait ce qu'il veut. Il choisit les politiques qu'ils aiment bien, le brevet européen oui, le Schengen non, la monnaie unique non, Europol peut-être, comme c'est le cas avec la Danemark, pour ne donner que le dernier exemple. Ceci ne peut jamais être la base d'une bonne gestion de notre continent. Et donc, il faut en finir, selon moi, le plus vite possible. Et deuxièmement, il faut mobiliser les opinions publiques avec une vision de l'avenir. Ce n'est pas les nationalistes. Les nationalistes et les populistes, ils veulent une chose, c'est détruire l'Union européenne et retourner aux frontières et retourner aux tragédies du passé. C'est ça, en fait, le but de M. Bannon, un Américain qui vient nous expliquer comment le nationalisme et le populisme, c'est le sauvetage de l'Union européenne. Comme il ne sait pas que ça a été la tragédie la plus grande que notre continent a jamais connue, le nationalisme. Et donc, à côté de ça, donc, pour en finir avec ces nationalismes et populismes, la meilleure chose, c'est d'avoir une vision pro-européenne qui se développe le plus vite possible. Reconnaître les faiblesses et en même moment aussi présenter aux opinions publiques une vision de l'avenir, défendre nos intérêts, organiser notre continent, ça ne peut se faire qu'ensemble. Et moi, je suis persuadé que cette opinion publique pro-européenne existe. Le problème, c'est qu'elle n'est pas organisée ou qu'on se laisse tirer vers des thèses nationalistes et populistes. Mais moi, je pense qu'elle existe. Et depuis le Brexit, elle est devenue plus claire que jamais. Parce que depuis le Brexit, ce qu'on a connu dans plusieurs pays, par exemple aussi en France, mais aussi dans d'autres pays comme le Danemark, comme les élections présidentielles en Autriche, les élections aux Pays-Bas, c'est que les gens sont devenus pas moins critiques envers l'Union européenne, mais ils disent on n'est pas aussi fous que les Britanniques pour sortir de l'Union européenne. Et, et en plus, je pense aussi qu'il y a l'existence aujourd'hui, la naissance d'aujourd'hui d'une génération de jeunes gens, 30 ans, 40 ans, 20 ans, pour qui en fait l'environnement naturel c'est quoi? C'est l'Union européenne. Et le fait que par exemple, moi j'ai beaucoup d'estime pour lui, le président de la République française, Emmanuel Macron, a osé faire une campagne en disant au début de la campagne, la souveraineté européenne est plus importante que la souveraineté nationale. Moi, j'ai toujours connu la politique française. Normalement, si on dit ça au début d'une campagne électorale, comme candidat, on est disqualifié. Hein? Bon, on peut aller à la maison. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas parce que quelque chose a changé. Dans l'opinion publique, on sait très bien que c'est l'Union européenne, c'est l'idée, le projet européen qui est l'avenir de nos peuples et de nos générations. La seule chose, il ne faut pas leur expliquer qu'aujourd'hui tout va bien. Et il ne faut pas leur dire qu'il n'y a pas de vision, pas de projet qui peut en fait une réponse à leur angoisse. L'angoisse de la migration, l'angoisse de la mondialisation. Et puis, sur ces angoisses-là, c'est l'Europe qui a la réponse et pas le repli sur soi-même. Merci beaucoup. Bonne journée.